Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur le Figaro TV. Les images de Donald Trump signant l'accord de paix avec l'Iran hier soir depuis le château de Versailles sont-elles d'ores et déjà historiques? N'est-ce pas en tous les cas une réussite diplomatique à mettre au crédit d'Emmanuel Macron? On en parle dans un instant avec Guillaume Roquette. Nous serons avec le maire de Béziers, Robert Ménard. Nous évoquerons la question de l'expulsion des personnes en situation d'OQTF, la directive retour également adoptée cette semaine par le Parlement européen. Nous reviendrons avec lui également sur les suites de l'affaire Liana. Et puis l'Iran, à nouveau, qu'y aura-t-il après la guerre? Le livre de l'expert en géopolitique du Moyen-Orient, Michel Fayad, ce sera en troisième partie. Point de vue, c'est parti. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour Timothée. Dans l'actualité ce matin, Guillaume, ces images publiées hier soir par un conseiller de la Maison-Blanche où l'on voit donc Donald Trump signer depuis le château de Versailles ce fameux protocole d'accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre. Ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux, le tour d'Internet évidemment toute la nuit. D'abord Guillaume, qu'est-ce que ces images vous inspirent et est-ce que vous considérez, comme beaucoup le disent, que ces images sont d'ores et déjà historiques ? Il y a une force du symbole en tous les cas au château de Versailles. Oui, c'est un symbole. Vous savez, je crois que c'est Jean Cocteau qui disait « Quand les événements nous échappent, feignons d'en être les organisateurs ». Par un concours de circonstances heureux, un hasard du calendrier, Donald Trump signe à Versailles ce préaccord, parce qu'en fait l'essentiel reste encore à négocier avec les Iraniens. Ça se passe à Versailles, mais les Français n'ont eu aucun rôle là-dedans. C'est pas d'ailleurs la faute d'Emmanuel Macron, c'est simplement parce que Donald Trump a fait sa guerre avec son allié israélien. Vous vous souvenez peut-être qu'il n'avait même pas prévenu ses alliés européens au moment du déclenchement du conflit. Donc, facialement, on peut avoir le sentiment que la France y est pour quelque chose puisque ça se signe en France, mais comme je vous le disais, c'est plutôt un hasard des circonstances. En revanche, il y a un point qui est important, c'est de se dire Emmanuel Macron était réticent vis-à-vis de cette guerre. Et finalement, c'est peut-être lui qui avait raison, puisque Donald Trump l'a perdu. Parce que ça n'est pas une capitulation, mais c'est objectivement une défaite. Et d'ailleurs, ce sont les Iraniens qui vont sortir grandis de cette guerre. Donc là, pour le coup, il peut y avoir une sorte de revanche du canal diplomatique, j'allais presque dire du canal non agressif, qui était le parti suivi par la France. Oui. On va revenir évidemment sur le contenu de cet accord, mais sur le symbole quand même, encore une fois, de Versailles. Est-ce que ce dîner d'ailleurs qui avait essuyé un certain nombre de critiques sur le coût, sur l'efficacité réelle d'une telle manœuvre, entre guillemets, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de faire des courbettes à Donald Trump, ce sur quoi certains s'interrogent en tous les cas? Est-ce que c'est pas malgré tout le signe lorsque la France sait se servir de ses atouts, lorsqu'elle assume également son passé, celui du château de Versailles, elle est capable malgré tout de créer des images, et l'image ça compte en diplomatie. Oui, c'est vrai, c'est ce que on appelle parfois le soft power, c'est-à-dire que c'est pas l'armée, c'est pas non plus la puissance économique, parce que de ce côté-là, hélas, nous sommes plus très performants, mais c'est une forme d'influence, effectivement, dont la France se sert. Elle a raison. Là encore, vous savez, dans quelques jours, les États-Unis vont fêter le 250e anniversaire de leur indépendance, qu'ils ont obtenu avec l'appui des Français contre le colonisateur britannique. Donc tout ça fait un environnement qui est plutôt porteur. Je pense que c'est assez superficiel, en fait. À mon avis, la leçon de cette guerre en Iran, comme la leçon de l'agression russe en Ukraine, comme la guerre de Gaza, c'est que nous vivons dans une époque où c'est la force qui l'a emporté sur le multilatéralisme et sur les grands principes. Donc nous essayons du mieux que nous pouvons, d'essayer de continuer à être audibles, mais à mon avis, on l'est de moins en moins dans un monde comme celui-là. Et ce que disait hier Emmanuel Macron depuis le sommet du G7, avant donc ce dîner, il disait « Versailles est un instrument diplomatique de puissance, je l'assume totalement. En l'accueillant avec chaleur, je défends les intérêts de mon pays, c'est ce que les Français attendent de moi. » Et c'est vrai que quand on l'entend, on a le sentiment qu'il cherche à justifier, il a besoin de se justifier, Emmanuel Macron, de se servir, d'utiliser finalement le château de Versailles pour tenter alors faire rayonner la France. Le terme serait probablement un peu fort, parce que vous vous rappeliez que nous n'y sommes pour rien en réalité dans cet accord. Mais le fait qu'Emmanuel Macron doive se justifier d'utiliser un écrin comme celui de Versailles, qu'est-ce que ça dit malgré tout de
de notre pays et de cette difficulté que nous avons finalement à assumer ces richesses. Alors vous avez raison. En fait, le sujet de fond, c'est que Versailles, c'est le symbole de l'Ancien Régime. Et c'est toujours intéressant de voir qu'on y revient toujours. Vous savez qu'il y a des précédents. François Mitterrand avait, je crois que c'était en 1982, avait accueilli un G7 au château de Versailles. Et ça avait beaucoup frappé les esprits, notamment socialistes, de voir que c'était dans le château des rois que la République accueillait ses invités. Je pense que c'est intelligent. De toute façon, si vous voulez, le château de Versailles, il est là. Donc, autant s'en servir. Nous, contrairement à Trump, on ne construit pas des salles de bal. Je pense que c'est une bonne idée d'utiliser ça. Alors, comme Emmanuel Macron a justifié, je pense que c'est un peu idiot, parce que effectivement, ça sert à ça. Ça a toujours servi à ça, les châteaux. Si Louis XIV a dépensé autant d'argent pour construire Versailles, c'était pour en faire un instrument de puissance et un symbole de puissance. Simplement, ce qui se passe, c'est que je crois qu'il y a globalement une espèce de lassitude des Français vis-à-vis d'Emmanuel Macron, parce que 9 ans c'est long, parce que le pauvre n'a pas beaucoup de succès, parce que la situation économique se tend, et donc j'allais dire, quoi que fasse Emmanuel Macron, il sera critiqué. Quoi qu'il fasse, il devra se justifier. C'est plus le signe d'une sorte, encore une fois, de lassitude générale vis-à-vis de lui qu'une critique de cette initiative-là, précisément. Alors, sur le fond de cet accord, effectivement, on y vient, et vous l'évoquez dans votre éditorial dans le Figaro Magazine ce week-end. D'abord, alors évidemment, personne ne va regretter qu'un accord ait pu être signé, que la guerre ne puisse évidemment s'arrêter. Il est quand même légitime de se poser la question de savoir si cet accord, d'abord, est un bon accord, dans la mesure où, en réalité, aucun des objectifs de guerre de Donald Trump n'a été atteint. Oui. Le problème, c'est que Donald Trump a perdu cette guerre. C'est-à-dire que cette attaque a été une espèce de crash test gigantesque pour le régime iranien, qui a été attaqué parallèlement par la première puissance militaire du monde, avec 3 porte-avions nucléaires, excusez du peu, des milliers de frappes, et son allié dans la région, la première puissance militaire régionale, c'est-à-dire Israël, avec un degré d'information très élevé sur ce qui se passe en Iran, et malgré cette force combinée de 2 puissances nucléaires, l'Iran a résisté. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que pouvait faire Trump? Continuer à frapper? Je pense que les mêmes causes auraient produit les mêmes effets, c'est-à-dire un régime qui résiste. Et puis surtout, les Iraniens, on savait qu'ils avaient quasiment la bombe atomique. On découvre, et eux-mêmes ont découvert, sans doute à cette occasion, qu'en fait, ils avaient une deuxième bombe atomique qui était le détroit d'Ormuz, qui leur permettait de bloquer l'économie mondiale. Donc, Trump a perdu, il prend sa paume, si vous me permettez cette expression un peu triviale. Ce qui ne l'empêche pas de revendiquer la victoire par ailleurs. Oui, bien sûr, mais ça, je pense que personne n'est dupe de ces éléments de langage. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde, effectivement, le félicite, parce que malgré sa défaite en Iran, Trump reste l'homme de pouvoir dominant par excellence, notamment en matière de guerre commerciale, puisque vous avez vu qu'il y a des nouvelles menaces là-dessus sur les produits français. Et donc, de toute façon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on ne peut pas faire sans lui. Est-ce que vous pensez que dans son esprit, Donald Trump, il a quelque part rétropédalé et qu'il s'est dit « je ne pourrai pas précisément gagner cette guerre, je ne pourrai pas véritablement renverser ce régime ». Il faut que je signe un accord coûte que coûte parce qu'il y a des midterms qui arrivent. Oui, je pense que c'était sans doute à cause des midterms, sans doute aussi à cause des risques que faisaient, des risques de récession, si cette guerre continuait trop longtemps, qui pesaient sur l'économie mondiale. Et Trump est un pragmatique. Il s'est laissé convaincre par Netanyahou que le régime iranien pouvait tomber. Je pense que cette guerre était juste, je l'ai déjà dit à votre micro. Je pense qu'il a eu raison d'essayer, parce que les ayatollahs iraniens sont certainement l'un des gouvernements les plus épouvantables portés par cette planète. Et sa population en sait quelque chose. Et sa population en sait quelque chose. Voilà, Trump a essayé, il a échoué, il en tire les conclusions. Au moins, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne s'acharne pas. Vous savez que dans un autre registre, les Américains étaient intervenus en Afghanistan. Ils y sont restés plus de 20 ans. Ils ont dépensé... La somme est gigantesque, tellement énorme qu'on a du mal à y croire, entre 1000 et 2000 milliards de dollars pour un résultat nul, puisque finalement les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan. Donc je pense qu'il faut savoir reconnaître son échec. Beaucoup de gens disent, à mon avis
à tort que Donald Trump est un homme insensé. Il vient de nous prouver le contraire. Vous évoquez le président de l'Afghanistan, vous évoquiez également tout à l'heure la question du détroit d'Ormuz. Quelles vont être justement les conséquences diplomatiques à court, moyen terme de cette guerre? Parce que ça va évidemment changer des choses, et c'est déjà le cas très concrètement sur ce détroit d'Ormuz, parce que les Iraniens ont prévenu, rien ne sera plus jamais comme avant. Oui, effectivement, les Iraniens sortent confortés dans leur place de puissance régionale dominante, parce qu'effectivement, ils ont réussi à résister à cet assaut d'une violence inédite des Américains et des Israéliens. Je pense que la principale conséquence diplomatique, c'est de savoir s'il va y avoir un divorce entre les Américains et leurs alliés historiques dans la région qui est Israël. Vous savez que dans le projet d'accord, il y a l'arrêt de la guerre au Liban et le retrait des troupes israéliennes. Je ne suis pas certain que M. Netanyahou l'entende de cette oreille. Les Américains, ils ont perdu, ils rentrent chez eux et ils ne sont pas menacés par l'Iran, alors qu'Israël l'est, et par l'Iran et par ses alliés du Hezbollah qui, ces derniers mois, avaient recommencé à frapper Israël depuis le sud du Liban. Donc je pense que c'est là le sujet, c'est une conséquence possible, une sorte de réplique de ce séisme qu'est cette guerre en Iran, c'est peut-être une nouvelle donne dans la relation entre les États-Unis et Israël. Alors que Donald Trump n'a en tous les cas pour le moment jamais lâché Benyamin Netanyahou, mais certains, en tout cas beaucoup d'observateurs disent, ne nous y trompons pas, cet accord, eh bien, il ne marque pas du tout la fin des hostilités, il ne marque pas du tout le retour à un monde apaisé pour autant, et c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous expliquez également dans votre éditorial ce week-end. Oui, c'est ce que je pense. Je crois que nous avons, si on élargit la focale, nous avons eu une période un peu irénique où on pensait qu'avec la chute du mur de Berlin, eh bien, c'était la fin des affrontements entre blocs, la fin de la violence, l'émergence d'une sorte de paix universelle, la fin de l'histoire, avait même dit un intellectuel célèbre américain. Et la vérité, c'est que les ambitions territoriales, l'agressivité étatique, elle est là plus que jamais. Et la Chine, dans son domaine, la Turquie, dans sa zone d'influence, tous ces pays-là ne renoncent pas à cette espèce de nationalisme. Et donc, je crois que les Européens doivent considérer cette guerre en Iran non pas comme une parenthèse, mais plutôt comme un nouveau signe que le monde a changé, qu'il est de plus en plus dur et que nous avons des grands principes magnifiques, les droits de l'homme, les libertés individuelles, mais je pense qu'il va falloir aussi comprendre que ce monde est plus difficile. Je me réjouis de voir que l'Union européenne a fait un tournant considérable sur l'immigration, qui est une autre menace pour nos pays, et c'est l'immigration irrégulière, et je pense que c'est une prise de conscience tardive mais salutaire. Vous faites allusion à cette directive retour qui a été adoptée par le Parlement cette semaine, on va en parler dans quelques instants, mais sur cette guerre et sur les conséquences diplomatiques, est-ce que la signature de cet accord n'acte pas finalement à nouveau un nouveau coup porté finalement dans le dos de notre diplomatie, parce qu'on l'a dit, on le répète, les Européens n'ont absolument pas eu leur mot à dire du début à la fin de ce conflit. Oui, et c'est assez normal. Qu'est-ce que l'Europe? C'est une puissance pacifique. L'Europe s'est construite sur une promesse de paix après le traumatisme inédit qu'avaient été les deux guerres mondiales. Et donc, ça n'est pas dans notre logiciel de nous dire il faut nous préparer à la guerre, il faut être offensif, il faut... D'ailleurs, regardez les difficultés que rencontre l'Europe à se... redevenir indépendante en termes de moyens par rapport aux États-Unis. Donc, c'est vrai que nous, on est complètement décalés pour ça. C'est pour ça que je citais l'historien Stéphane Audouin-Rousseau. Voilà, exactement, qui a écrit un livre sur le déni de guerre, parce que c'est un petit peu comme j'aime pas les comparaisons historiques parce qu'elles sont souvent réductrices, mais c'est un peu comme le mouvement pacifiste, qui était d'ailleurs assez largement de gauche dans l'entre-deux-guerres, en disant, parce que nous ne voulons pas de ce monde-là, nous allons décider qu'il n'adviendrait pas. Eh ben non, malheureusement, ça ne se passera pas comme ça. Alors, un élément qui est intéressant, parce que avant d'aller réfléchir à ce que nous pouvons faire au Moyen-Orient, vous dites également, il faut d'abord connaître nos ennemis intérieurs. Qui sont-ils, ces ennemis intérieurs? Je pense ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que ça n'est pas parce que nous ne voulons pas d'adversaires que nous n'en avons pas. Et moi, j'en identifiais deux. D'abord, c'est le séparatisme religieux,
qui est inquiétant en France. Je pense que tous les services de sécurité intérieure disent que les frères musulmans sont leur priorité, c'est-à-dire le risque d'une communautarisation très forte en France. On en a des signes tous les jours. Je prends un autre exemple qui est la grande criminalité. Nous nous battons contre ces ennemis-là avec nos grands principes, avec l'état de droit, avec le fait que la présomption d'innocence, avec toutes ces instances comme la Cour européenne des droits de l'homme. Je pense que nous devons admettre que le monde aujourd'hui est dur et qu'il faut un tournant répressif. C'est pour ça que je dis que le monde a changé. C'est valable au Moyen-Orient, c'est aussi valable chez nous. Est-ce que précisément cette directive retour que nous évoquions donc, ça c'est un serpent de mer, ça fait des années qu'on en parle et donc c'est cette possibilité pour les États membres de l'Union européenne de créer des centres pour les migrants en situation irrégulière dans des pays hors Union européenne, justement, pour favoriser leur expulsion. Est-ce que ça, vous dites, enfin, c'est quelque chose qui aurait dû arriver plus tôt? Alors oui, parce que vous savez que le problème, c'est que les pays européens engagent des procédures d'expulsion des immigrés clandestins, donc des gens qui n'ont pas à être là chez nous, puisqu'ils n'ont pas obtenu l'autorisation de venir et encore moins de rester. Le problème, c'est que leurs pays d'origine ne veulent pas les reprendre. Et donc là, l'idée, c'est de dire, puisque ces pays-là ne veulent pas les reprendre, nous allons les expulser ailleurs, dans des centres de rétention, dans des pays tiers qui acceptent de les recevoir moyennant finance. Est-ce que ça, c'est vraiment possible à mettre en place? Je pense que c'est possible, oui, dès lors que l'Union européenne développe des budgets suffisants pour cela. Je pense que c'est une révolution copernicienne parce que ça rompt avec cette générosité, j'allais dire cette naïveté européenne. Et c'est pour ça que je me permettais de prendre en compte cet exemple. On peut dire que ça n'a rien à voir avec la guerre en Iran. Si, ça a à voir du fait que c'est le retour d'une forme de lucidité par rapport à l'état du monde, et c'est un retournement complet de la politique européenne. La gauche dit, et je peux entendre cet argument, que c'est quelque chose de très dur, de pas suffisamment, qui prend pas suffisamment en compte les droits humains, mais je pense que c'est le devoir de l'Europe de se protéger. Et certains pays, comme par exemple le Danemark, commencent à envisager justement de faire cela, de créer ces centres. On précise que cette directive, elle n'est pas contraignante, c'est une possibilité qui est créée pour les États membres. Est-ce que vous croyez que la France va le faire ? Alors, je ne sais pas si elle n'est pas contraignante, parce que, d'après ce que j'ai compris, elle va s'appliquer dans le droit français, mais effectivement, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Parce que le paradoxe, c'est que c'est la législation européenne qui est plus contraignante que la législation française aujourd'hui. Et donc, toute la question, c'est de savoir la rapidité avec laquelle la France va s'adapter. Je ne sais pas si elle le fera d'ici 2027. Je pense que ça va être intéressant d'entendre les positions des principaux candidats là-dessus. Mais pour en venir un instant à Donald Trump, il est très critiqué sur sa politique étrangère, et à juste titre, parce que malheureusement, cette guerre en Iran, même si je la trouvais justifiée, elle s'est révélée être un échec. En revanche, sur sa politique intérieure, et notamment une politique de fermeté inédite contre l'immigration illégale, là, les Américains suivent Trump sur ce sujet. Et on va continuer d'en parler, évidemment. Alors, d'abord, la couverture du Figaro Magazine ce week-end, tous les plaisirs de l'État avec votre sélection, les musiques, les expos, les spectacles, les festivals, pour essayer, tant bien que mal, de retrouver un peu de légèreté. C'est un numéro, en tous les cas, évidemment, qu'on recommande et qui est à retrouver en kiosque ce week-end. Merci, Guillaume, d'avoir été avec nous. Alors, vous évoquez précisément Donald Trump et le fait que les Américains le suivent dans cela. En tous les cas, Donald Trump en a remis une couche. Vous savez ce qu'il pense de la manière dont les dirigeants européens traitent la question de l'immigration en France et en Europe. Écoutez à nouveau ce qu'il disait hier en marge du sommet du G7. Hello, I'm the boss. How are you? We're celebrating that a little bit tonight. They'll have the biggest people in Europe at the dinner, and those people love our country, and hopefully Europe is going to find its way. Europe is having a lot of hard times. They're doing some things very badly on energy and on immigration. They're doing things very badly. And we'll be talking about that tonight. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors on va revenir sur ces déclarations de Donald Trump, cette question de l'immigration en Europe. D'abord, cet accord qui a été signé hier depuis le château de Versailles, à la surprise générale dans ce décor quand même assez somptueux en présence d'Emmanuel Macron. Alors,
À l'instant, Guillaume Roquette était assez sceptique sur le rôle joué par la France dans tout cela. Est-ce que vous dites la même chose ou est-ce que vous dites malgré tout bravo à Emmanuel Macron pour ce joli coup diplomatique ? D'abord, il a bien fait de le recevoir dans cet écrin qui est Versailles, qui fait rêver le monde entier. Non, je le dis parce que vous savez, on est les spécialistes de l'autoflagellation dans ce pays. On a un bel endroit, il a été intelligent de le faire. Petit 1. Petit 2, tout le monde. Alors, on va quand même se réjouir que la guerre elle s'arrête. Moi, je préfère que les gens ne meurent pas que les gens meurent. Mais est-ce que la France y est pour quelque chose dans tout cela ? C'est ça, la question. Il n'est pas obligé, en tout cas, de dire, Emmanuel Macron, pour répondre à votre question, que c'est un bon accord, parce que je crois que personne ne le pense. Après s'être fait, vous avez vu comment il les a traités, là. J'arrive, je suis le boss, 1 heure en retard. Enfin, tu as envie de dire à Emmanuel Macron, tu te lèves et tu dis d'aller se faire foutre. Il faut quand même pas rigoler. Est-ce qu'il a raison, Emmanuel Macron, du coup, de recevoir Donald Trump au château de Versailles ? Bien sûr. Beaucoup disent précisément, avec tout ce qui lui fait subir quelque part, le retard, etc., il ne sert à rien de faire des courbettes à Donald Trump. Écoutez, d'abord, ça, c'est 2 questions. Est-ce qu'il a raison d'essayer encore une fois, à la fin de ce sommet, de les recevoir dans un truc où il y a plein de dorures, ce qu'il aime ? Quand même, le chef de l'État américain, il aime les dorures. Je pense qu'on est tous au moins d'accord sur ce point. Il a raison de le faire. Est-ce que la France pèse réellement sur ça ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais il fait ce qu'il peut là-dedans. Mais encore une fois, il n'est pas obligé de nous dire à la fin, tout ça débouche sur quelque chose de positif. Enfin, vous les avez lus, les 14 points. Ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas 2 ou 3 choses qui te laissent espérer que demain, ça pourrait aller mieux. Mais pour ce qui va se mettre en place tout de suite, enfin, attendez, je ne suis pas sûr sur les Américains qui aient gagné, honnêtement. Et on y reviendra évidemment tout à l'heure avec Michel Fayad. Alors, ce dîner à Versailles, qui vient conclure plusieurs jours de travail dans le cadre du sommet du G7 à Évian, sommet au cours duquel c'est presque passé inaperçu, mais Donald Trump, alors il n'en est pas à son coup d'essai, c'est peut-être pour ça que c'est passé inaperçu, mais il a remis une pièce sur la manière qu'a l'Europe de gérer la question de l'immigration, l'Europe qui se fourvoie sur l'immigration, dit-il, même s'il a également salué un certain nombre d'avancées dans le cadre de ce G7. Il dit cela précisément au moment où, ça y est, le Parlement européen, vous l'avez vu, a voté mercredi, a adopté cette fameuse directive retour. Est-ce que vous dites, comme Donald Trump, l'Europe se fourvoie et il était temps d'agir ? Je dirais à l'imparfait. L'Europe s'est fourvoyée, mais il est à contre-temps. C'est pour la première fois, en plus, c'est le même jour, c'est hier qu'est signé, donc alors c'est pas je sais pas le terme exact, le texte sur le retour. Écoutez, moi, pendant des années, comme plein de gens, on avait tendance à montrer l'Europe en disant elle était une espèce d'obstacle à une politique sur l'immigration réaliste, qui dit en 2 mots, 1, on reçoit trop d'immigrés, 2, on n'est pas capable de mettre dehors un certain nombre de gens qui se comportent mal chez nous. 3, on pourrait peut-être mettre en place une immigration choisie où on dirait on a besoin de ça, ça et ça, et pas plus que ça. Et jusqu'à présent, tout un tas de gens, en particulier à droite, vous n'êtes pas vraiment un fleuron de la pensée communiste, disaient oui, mais si l'Europe nous aidait et tout, pour une fois, l'Europe, d'une certaine façon, elle est avant nous. C'est-à-dire l'idée de pouvoir expulser des pays européens dans un pays tiers un certain nombre de gens que le pays d'accueil, en fait, d'où ils sont, ne veut pas recevoir. Je trouve que c'est une sacrée avancée. Et c'est quelque chose, alors effectivement, que l'Europe désormais a gravé dans le marbre avec cette adoption. Ce n'est pas encore le cas en France. Alors précisément, certains États, alors le Danemark, l'Autriche, l'Allemagne commencent déjà à imaginer effectivement des centres comme cela, par exemple au Rwanda, par exemple en Ouganda. Est-ce que la France doit le faire aussi et est-ce que vous pensez qu'elle va le faire ? J'espère bien qu'elle va le faire. Mais pour le faire, il faudrait être un peu intelligent. Qu'est-ce qui a changé en Europe ? C'est que jusqu'à présent, la droite, elle ne faisait d'alliance qu'avec la gauche social-démocrate. Pour une fois, et merci M. Bellamy, ils ont regardé à côté d'eux, à leur droite. Regardez, je trouve formidable. François-Xavier Bellamy, il est capable à la fois mais moi, je ne suis pas au LR, donc je ne fais pas de la publicité pour un parti. Il est capable à la fois de s'entendre avec M. Glucksmann sur l'Ukraine, qui a la même position, tu te fous de savoir si le mec il est de gauche ou de droite, et en même temps, sur les questions d'immigration, de s'entendre avec ceux avec qui, ici, son même parti ne veut pas entendre parler d'alliance. Les élus du PPE, le parti effectivement, le groupe auquel appartiennent les députés des Républicains au Parlement européen, qui ont voté effectivement avec ceux des Patriotes pour l'Europe, là où siègent les députés du Rassemblement national. Attendez, mais c'est le bon sens. Mais ça porte un nom, ça, Robert Ménard, ça s'appelle l'Union des droites. Mais, attendez,
à moi, vous dites ça. Ça fait 15 ans que je me bats pour dire vous êtes assez crétins les uns et les autres, parce que c'est réciproque, parce que le RN, sur les LR et sur le reste de la droite, ils sont capables de leur cracher dessus tous les matins en se réveillant. Mais attendez, on peut peut-être, sans s'embrasser sur la bouche, se dire, tiens, sur telle ou telle question, on peut voter ensemble. Et c'est ce qu'ils ont fait au Parlement européen, et ça change tout. Ce que je rêve, c'est qu'ils tirent les leçons de ça pour ici. C'est le début de l'union des droites, ce qu'on a observé cette semaine? Oh, ils sont trop cons pour ça, pardon de vous le dire. Les égos sont trop dimensionnés, les histoires partisanes sont trop folles. Le problème de ce pays, c'est les partis, monsieur. On ne gagnera pas avec les partis. Les idées que j'essaye de défendre à mon niveau, c'est-à-dire des idées de bon sens. Sur la question de l'immigration, attendez, c'est un truc dingue. 80, allez, j'exagère pas, 70% des Français sont d'accord sur des choses aussi bêtes que peut-être qu'on reçoit trop d'immigrés, oui, on reçoit trop d'immigrés, peut-être que ceux qui se comportent mal, il faut pouvoir les mettre dehors, enfin des choses simples comme ça, on est tous d'accord. Mais les partis, y compris les partis de toute la droite, vous parlez d'union de droite, ils sont capables de faire passer ce qu'ils pensent être leur intérêt de parti avant les intérêts de ce pays. Les intérêts de ce pays, c'est d'accueillir moins de gens, mieux les accueillir, et ceux qui se comportent mal, les mettre dehors. C'est pas très compliqué, on pourrait quand même arriver à ça. Même là-dessus, on n'est pas foutus, ils ne sont pas foutus de se foutre. Vous pensez que ça n'arrivera pas? Vous pensez que nous ne transposerons pas finalement cette disposition qui a été votée au niveau européen? J'espère que oui. Mais aujourd'hui, je n'exclus jamais la dimension suicidaire de ce pays, qui passe son temps à faire le contraire de ce qu'il devrait faire pour lui-même. Alors, il y a un sujet qui, pour le coup, a suscité un consensus cette semaine en France, c'est la question de l'allongement de la durée de rétention des migrants en situation irrégulière sur notre sol. C'est la question des fameux CRA, les centres de rétention administrative, avec l'adoption cette semaine de la loi dite philippine, du nom de cette jeune fille de 19 ans qui avait été, comme on s'en souvient, assassinée et retrouvée dans le bois de Boulogne en 2024, assassinée par un Marocain sous OQTF. La gauche a voté unanimement contre cette disposition, ce texte. Elle annonce qu'elle va saisir le Conseil constitutionnel. Comment expliquez-vous que sur un sujet comme celui-là, et on a lu dans le Figaro la lettre, notamment des parents de Philippine, à l'issue de cette adoption, comment expliquez-vous que sur un sujet comme celui-là, il n'y ait pas de consensus? Mais parce qu'ils sont dingues, monsieur. Parce que l'idée que je lis dans des tribunes et tout, d'un certain nombre de soi-disant socialistes, sociodémocrates, qui ne seraient pas la France insoumise, mais ce que vous venez de dire, c'est la preuve que demain, ils se retrouveront tous derrière M. Mélenchon. Ils n'auront aucun état d'âme, ou ils auront avalé leurs états d'âme. Comment tu peux, sur un truc... Vous avez raison, on devrait être tous d'accord. Il y a un certain nombre de gens dangereux qu'on ne doit pas libérer alors qu'ils sont dans un centre de rétention administrative sous prétexte qu'au bout de 90 jours, ils ne doivent pas y rester. Mais il y a tout un tas de pays européens où c'est jusqu'à 2 ans et même un certain nombre de pays où il n'y a pas de limite. Comment tu peux penser le contraire? Oui, tu peux penser le contraire quand tu fais de la politique à 2 balles. C'est-à-dire ils ont tellement peur de la France insoumise vous savez, qu'ils les montrent du doigt en disant « Regardez, c'est des traîtres à la gauche, c'est des traîtres aux travailleurs, c'est des traîtres à je ne sais pas quoi », que dans un moment comme ça, ils sont prêts à voter pour un truc dont j'imagine qu'un certain nombre d'entre eux j'espère qu'ils se disent que c'est une saloperie de ne pas avoir voté ça. Alors, la gauche qui dit, en tous les cas, qu'il s'agit d'un texte qui est d'abord inutile et qui surtout est raciste et xénophobe. Est-ce que les députés, ils sont nombreux, ils sont 345 qui ont voté pour ce texte, est-ce que les 345 députés qui ont voté pour sont racistes? En quoi c'est raciste? Saviski? Il y a des OQTF. Alors, si c'est un OQTF d'un autre pays que l'Afrique ou le Maghreb, ça nous poserait pas de problème. Mais moi, je me contrefous de savoir la nationalité de l'OQTF en question, ou la couleur de sa peau, ou sa religion. Je m'en contrebalance. Là, comme tout le monde, la seule chose qui m'intéresse, c'est de se dire, ce type est en France, en situation irrégulière, parce que c'est le cas de tous. Ils sont en France, en situation irrégulière, et ils ont tous fait des choses où ils ont été condamnés, où ils vont être condamnés, où ils ont fait des choses qu'on n'a pas à faire. Et vous vous posez la question de les mettre dehors. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport aux pays qui ne les acceptent pas? Alors demain, tout à l'heure, vous le disiez, on pourra les mettre dans un pays tiers.
Mais surtout, un pays comme l'Algérie qui en accepte quasiment aucun des OQTF. Vous savez combien on leur a donné de visas L'an dernier, 200 000 visas. Mais moi, j'arrête de leur en donner. Je leur dis, vous ne voulez pas reprendre vos ressortissants qui sont en situation illégale en France et qui se sont comportés, qui sont condamnés par la justice française, vous ne les recevez pas, mais je ne vous donne plus de visa. Pourquoi on ne fait pas ça? Alors, j'évoquais les parents de Philippines. Vous écrivez également un texte qui est disponible en librairie, une lettre à Clara, lettre à votre fille, qui a des convictions particulièrement opposées aux vôtres, qui vote la France insoumise concrètement. Est-ce que il vous arrive de vous dire ce qui s'est passé pour Philippines, ce qui s'est passé, on va en parler pour Liana, ce qui s'est passé pour tant d'autres, ça aurait pu arriver à Clara? Mais je me le dis tout le temps. J'étais au rassemblement. Alors, les deux, ce lundi-là, et vous savez, lundi précédent. Et le lundi précédent, il y avait du monde à Béziers. J'étais devant le tribunal et tout. Pas pour prendre la parole, vous avez compris. J'y étais pas du tout pour prendre la parole. J'y étais parce que je suis bouleversé. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire que ça? Qu'est-ce qui peut arriver de pire à votre enfant? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux parents de Philippines, précisément? Je ne sais pas. Qui m'ont bouleversé quand ils ont demandé pardon à leur fille. Parce que tu dois te dire que, je ne sais pas, j'imagine, tu dois te dire que tu n'as pas fait tout ce qu'il fallait. Vous savez, comment vous vous en sortez de ça? Comment vous vous en sortez? Comment ils peuvent s'en sortir? Et ils évoquaient une sorte de double peine dans la mesure où le texte qui ensuite prévoyait précisément d'allonger la durée de rétention pour les migrants en situation de QTF qui sont sur notre sol de manière illégale, ce texte, dans un premier temps, avait été censuré par le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que le nouveau texte voté cette semaine ne soit pas à nouveau retoqué? Rien du tout. Le problème, c'est le rôle, aujourd'hui, dans ce pays, du Conseil constitutionnel et du Conseil constitutionnel. Et pas que lui, du Conseil d'État aussi, mais du Conseil constitutionnel. Il faut s'interroger sur... Moi, attendez, j'ai passé ma vie comme patron de Reporters sans frontières. J'ai passé ma vie à défendre la liberté, la démocratie, l'état de droit. Je pense qu'en France, aujourd'hui, il y a une perversion de l'état de droit. Je pense que l'état de droit qui était censé défendre chacun d'entre nous contre des décisions arbitraires de tel ou tel responsable politique, tel ou tel député, aujourd'hui se transforme en une machine de guerre contre la défense des citoyens. Au nom de la défense inconditionnelle des uns et des autres, y compris des pires meurtriers, y compris des pires salopards, aujourd'hui, ça s'est retourné l'état de droit contre, en gros, nos droits collectifs. Entre les droits individuels d'un type qui tue des enfants. Vous avez vu ce qu'ils ont fait aux enfants. Il y a eu encore, vous avez vu, j'ai entendu un certain nombre de messages qu'il envoyait à un certain nombre d'autres enfants pour les attirer à lui. Entre les droits de ce garçon et les droits collectifs, c'est-à-dire la sécurité de nos enfants, pardon, je choisis la sécurité de nos enfants, y compris de temps en temps contre l'état de droit. Est-ce qu'il n'y a pas, Robert Ménard, un tabou sur ces questions-là? Parce que ce que vous dites là, vous avez vu par exemple cette semaine l'Arcom qui met CNews en demeure de respecter davantage les temps de parole. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parliez de liberté d'expression, est-ce qu'il y a un tabou sur ces sujets-là? Ah mais il y a un tabou. Vous vous rappelez, qui c'est qui avait eu une formule, c'était, je ne sais plus si c'était Bayrou ou quoi, sur l'état de droit? Enfin attendez, il y a des choses, tu ne peux pas y toucher. C'est impossible. Oui, vous avez raison. Mais vous savez ce que, au fond, tout à l'heure, vous parliez du non des droites. Le problème de la droite qui lit le Figaro, la droite là, c'est qu'elle est trop convenable. Elle est trop polie. Ça veut dire qu'il faut renverser la table? Non, elle a peur de la gauche. Elle a peur d'être montrée du doigt en disant « Ah, vous vous rendez compte ce qu'ils osent dire ?» Mais ce que je dis là, les questions que vous me posez, c'est les questions que tout le monde se pose. Je me contrefous de savoir ce que pensent les chapeaux à plumes du Parti républicain. Ce que je leur demande aux chapeaux à plumes en question, c'est d'écouter un peu moins les dictats de la gauche ou d'une partie des médias et de se poser les questions de ce que pensent les Français. Sur CNews, enfin, c'est un comble. Si vous n'aimez pas CNews, mais vous n'écoutez pas CNews, qu'aujourd'hui, en plus, vous savez pourquoi je me mets en colère? Parce que c'est Reporters sans frontières qui est porteur de ça. Je vous rappelle que j'ai créé Reporters sans frontières et je l'ai dirigé de Reporters sans frontières. Je l'ai dirigé pendant plus de 20 ans. Ça vous a mis en colère, cette décision de l'Arcom? Mais que ces espèces d'allumés de gauchistes de Reporters sans frontières aujourd'hui se mettent sur ce terrain alors que
il n'y a pas assez de pays où il y a du travail à faire parce que des journalistes sont emprisonnés, tués, maltraités, torturés. Ils ne peuvent pas faire ce boulot-là. Non, leur problème, c'est CNews en France. Mais ça ne va pas bien. Coco, si tu n'aimes pas CNews, tu arrêtes de le regarder. Moi, je trouve formidable d'avoir aujourd'hui, avec vous, on a cinq chaîne d'information où tu peux aller picorer. Si tu détestes le Figaro, mais vous obligez personne à écouter la télé du Figaro. Si tu n'aimes que... Est-ce que c'est une atteinte à la liberté d'expression, finalement, ce que fait l'Arcom ? C'est une atteinte au pluralisme. C'est une menace sur le pluralisme. Moi, écoutez, je suis un vieux monsieur qui a plus de 70 ans. Quand j'étais journaliste pendant des années, avant même Reporters sans frontières, il y avait chez moi, dans le Midi, un quotidien régional et une chaîne de télé, le service public. Mais aujourd'hui, vous avez un choix énorme. Au lieu d'applaudir à ce choix-là, au lieu de dire, oui, il peut y avoir des excès et tout, mais chez tout le monde. Attendez, mais pourquoi mettre en cause CNews ? Je vous ferai remarquer, petite saloperie de ma part, mes anciens copains de Reporters sans frontières, l'Arcom s'est saisi du fait que le service public ne donnait pas assez de place, ne respectait pas ses engagements vis-à-vis du Rassemblement national. Vous savez, en faisant des heures de diffusion, la nuit, il n'y a pas trop de gens qui l'écoutent. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Reporters sans frontières, là-dessus ? Rien. Ça les étrangle quand c'est CNews, mais quand c'est le service public et le RN, là, ils ont des hauts le cœur sélectifs, ceux-là. Hein. Vous parliez de Robert Ménard, de cohésion nationale tout à l'heure. Alors précisément, il y a un élément qui en fait partie, c'est la Marseillaise. Et vous avez vu cette semaine que le maire de Saint-Denis, le maire de la France Insoumise, Bali Bagayoko, dit bien finalement qu'il est légitime que certains sifflent la Marseillaise dans certains cas. Il dit précisément siffler la Marseillaise quand la France se déshonore par ses actes à l'international. C'est un droit à la réplique populaire. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça vous a choqué ? Ça m'a même plus choqué parce que je pense que, vous vous rappelez, il avait fait le même coup avec le portrait Emmanuel Macron. Du chef de l'État qu'il a retourné. Ne voulait pas afficher dans sa mairie. Dans sa mairie. C'est du calcul, c'est du cynisme. C'est une vraie saloperie. Parce que ça renvoie à quelle idée ? Ça renvoie... Il faut flatter les gens, pas dans ce qu'ils sont, pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce qu'ils sont. Il se dit que si je dis ça, et ce que disent la France insoumise, si je dis des choses comme ça, je vais m'attirer les sympathies de tout un tas de gens qui votent peu et qui demain pourraient voter pour moi. Parce qu'ils croient que tous les Noirs et les Arabes, par exemple, tu les définis parce qu'ils sont Noirs ou Arabes. Mais moi, j'ai jamais adressé la parole à des gens chez moi, en disant « Ah tiens, celui-là, il est arabe, alors je vais lui dire ça parce que ça va lui faire plaisir, ou parce qu'il est musulman. » Mais vous vous rendez compte, la bassesse et le mépris que c'est pour les gens. C'est le mépris qu'il témoigne pour les gens que, soi-disant, ils défendent. Merci Robert Ménard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous publiez cet ouvrage, cette lettre ouverte à votre fille, ça s'appelle « Lettre à Clara », voici le livre, et c'est aux éditions Télémac, livre à retrouver évidemment en librairie. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, ce coup de théâtre à Versailles hier soir avec Donald Trump qui a signé plus tôt que prévu le protocole d'accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, avec une cérémonie qui doit avoir lieu demain pour le début des discussions techniques sur cet accord en Suisse, à Berne. On y revient dans un instant avec le géopolitologue du Moyen-Orient, Michel Fayard. Regardez d'abord justement ces fameuses images hier soir au château de Versailles. Yes. Bravo. Good job. Great job. Bravo.
Bonjour Michel Fayad. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous êtes analyste en géopolitique du Moyen-Orient. Vous publiez ce livre, ça s'appelle Après la guerre, la menace à nos portes aux éditions Fayard. Et c'est intéressant parce que on va pouvoir se projeter d'ores et déjà dans l'après, évidemment, avec cet accord qui a été signé hier et qui va l'être définitivement dans les tout prochains jours avec ces réunions de travail prévues dès demain en Suisse. D'abord, le fait que cet accord ait été signé hier à la surprise générale par Donald Trump aux côtés d'Emmanuel Macron au château de Versailles. Est-ce que vous dites c'est un soulagement eu égard à la situation, ou bien est-ce que malgré tout c'est pas déjà vraiment trop tard Déjà trop tard pour quoi pour signer cet accord? Moi, je trouve que c'est un peu étrange d'arriver à un tel accord alors que les États-Unis avaient la main avec Israël sur le dossier puisqu'ils avaient affaibli militairement l'Iran. En fait, les destructions économiques aussi étaient gigantesques. On parle au minimum de 240 milliards de dollars de destruction, au grand minimum. Donc, ça n'a pas été traduit en victoire politique ou victoire diplomatique. Et ça, c'est quand même une question. Bien que je pense que cela s'explique du fait de l'influence des pays arabes du Golfe, qui ne voulaient plus de cette guerre. L'Arabie saoudite voulait protéger la vision 2030, qui est ce projet du prince héritier Mohammed Ben Salman, pour attirer des investissements étrangers et en fait développer encore plus l'Arabie saoudite. Le Qatar avait perdu 13 à 17% de ses capacités de liquéfaction de gaz naturel. Et donc, pour eux, il fallait arrêter les problèmes et essayer de recommencer le business tranquillement. Et ils ont fait pression sur les États-Unis et ils ont aussi leur relais en France, en Grande-Bretagne et ailleurs. Et les États-Unis qui ont évidemment tout fait pour que cet accord puisse aboutir. La question, c'est de savoir qui avait le plus besoin finalement de cet accord. Est-ce que c'est les Iraniens ou est-ce que c'est pas plutôt les États-Unis ? Les deux, je pense, parce que les Américains donc voulaient un peu faire plaisir aux Arabes qui sont leurs principaux partenaires financiers. On a vu hier Donald Trump annoncer un investissement de 13, je sais pas combien, 1000 milliards de dollars par le Qatar, quelque chose de gigantesque. Et en même temps, pour les Iraniens, c'est aussi très important, parce que pour les raisons économiques que je vous ai dit, avant la guerre, ils avaient besoin de 400 milliards, là ils ont perdu au moins 240 milliards. Et cet accord va leur donner 12 milliards immédiatement. Ces 12 milliards immédiatement, la question va être où est-ce qu'ils vont ? Est-ce qu'ils vont dans les poches du gouvernement pour aider le pays économiquement à survivre, ou bien les 12 milliards vont partir dans les poches des gardiens de la Révolution pour se réarmer, payer leurs salaires et payer les proxys comme le Hezbollah au Liban, les Hachd el-Sharbi en Irak, etc. Ouais. Alors, plusieurs dispositions effectivement dans cet accord. On parle d'un accord en 14 points. Les États-Unis avaient dès hier commencer à dévoiler le contenu, même si on n'a pas le texte évidemment officiel. D'abord, Téhéran qui s'engage à diluer ses stocks d'uranium enrichi sous 60 jours. Sous supervision de l'AIEA. Sous supervision de l'AIEA, effectivement, vous avez raison de le préciser. Ça, c'est une victoire pour Trump, pour le coup. La réouverture du détroit d'Ormuz, évidemment, dans les tout prochains jours, et ça a déjà commencé sans péage, en échange de la levée des sanctions. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre si longtemps pour finalement aboutir à cela ? Déjà, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que les gardiens de la Révolution ne souhaitent pas vraiment l'arrêt de la guerre. La preuve en est, c'est que le jour de l'annonce de l'accord, le Hezbollah continuait de frapper Israël, ce qui signifie que c'était un message envoyé par les gardiens de la Révolution que leur souhait c'était de poursuivre la guerre. Vous croyez que l'Iran aurait été d'accord pour finalement que le conflit continue ? Pourquoi est-ce qu'ils ont signé dans ce cas-là ? Parce qu'il y a deux tendances, c'est-à-dire il y a une tendance qui dit en Iran comme quoi il faudrait arrêter les frais et obtenir de l'argent pour se refaire une santé. Et d'autres qui disent on est en train d'essayer de mettre à genoux les Arabes, on est en train de créer des problèmes aux Israéliens avec les drones du Hezbollah qui sont en train de maintenir la population israélienne du nord d'Israël en dehors de chez elle, et que le Hezbollah soit au nord ou au sud du Litanie n'y change rien. Et donc ils pensent avoir la main, ce que je doute, mais eux pensent avoir la main. Et donc il y a ces deux tendances qui un peu se disputent. Alors, en tous les cas, les deux camps revendiquent la victoire. Donald Trump, de son côté, chef du Hezbollah également, qui a félicité l'Iran pour cette grande victoire. Est-ce que cet accord, est-ce qu'il est tenable ? Écoutez, moi je pense que cet accord ne va pas aboutir à un véritable accord définitif. Parce que si c'est une réussite pour chacun, c'est-à-dire que tout le monde a intérêt à ce que l'accord dure. Oui, en fait, c'est pas question que l'accord dure. L'accord, c'est un accord provisoire qui, dans 60 jours, doit aboutir à un accord définitif. C'est ça le deal. Donc, est-ce qu'il va aboutir réellement à un accord définitif ? Ça reste une question. Est-ce que la guerre va être relancée ? C'en est une autre. Est-ce qu'il y aura un pourrissement ?
Moi, je pense que l'option la plus probable aujourd'hui, c'est le pourrissement. C'est-à-dire qu'ils ne s'entendent pas au bout des 60 jours et qu'on revienne en fait à la période qui était avant la conclusion de cet accord. Ni guerre, ni paix, quelques escarmouches ici et là, et puis on attend. C'est la paix vers la prochaine crise en réalité ? C'est ça ce que vous décrivez ? C'est même la paix jusqu'à la prochaine guerre, parce que ces 12 milliards, comme j'ai dit, vont partir pour réarmer les gardiens, le Hezbollah, les Hachel Sharbi, etc. Est-ce que justement, c'est pas particulier pour le contribuable américain, après 3 mois de bombardement, d'entendre qu'effectivement l'une des dispositions de ce texte, c'est le versement effectivement de cette somme vers l'Iran pour aider le pays à se reconstruire ? Oui, non, le contribuable américain, je pense qu'il est un petit peu perdu. Il y a aussi une autre chose, une disposition qui est assez incroyable, c'est le départ de toutes les troupes américaines de la région. Ça, c'est une des dispositions qui est prévue, qui a été révélée hier. Et ces troupes américaines sont présentes dans la région depuis 1991 et la guerre du Golfe. Et c'est quand même, pour le coup, une certaine victoire pour l'Iran d'obtenir cela, parce que l'Iran réclamait cela, mais l'Iran pensait ne pas être en mesure de l'obtenir, et pourtant Donald Trump le leur a donné. Ça, c'est quand même assez surprenant. Mais en échange, Donald Trump dit que cet accord, finalement, est un mur contre l'arme nucléaire pour l'Iran. Il fait son service après-vente ? Oui et non, parce que si vraiment l'AIEA va superviser la destruction du stock d'uranium, on peut peut-être espérer pour le coup, mais est-ce que les Iraniens ne vont pas essayer de produire ailleurs, se préparer ailleurs ? Moi, je pense que oui, ils vont jamais renoncer à cela. C'est la même question que sur cette question de la paix. Est-ce que finalement cet accord, il règle le problème du nucléaire iranien ? On a du mal à le croire. Ou est-ce que simplement il le reporte ? C'est ça la question. De même que l'accord de 2015 d'Obama a le reporté, puisque c'était une suspension pendant 15 ans, et puis après. C'était pas prévu. C'était ça d'ailleurs le reproche que Donald Trump faisait à l'époque à l'accord sur le nucléaire de Obama. Moi, je pense qu'en fait, les mêmes critiques que Trump adressait à l'accord de 2015, on peut les adresser aujourd'hui sur l'accord donc de 2026. Donc finalement, tout ça pour ça, comme on dit. Alors, c'est très intéressant de se plonger dans votre livre, après la guerre, la menace à nos portes, parce que justement, ça nous aide à nous plonger évidemment dans le monde d'après. Vous, ce que vous dites, c'est votre conviction dans ce livre, c'est vous dites, l'idée de fond, c'est que cette guerre ne sera pas la dernière, et même que finalement, cette guerre prépare les prochaines. Pourquoi dites-vous cela ? Parce que vous savez, dans l'islam, les sunnites et les chiites s'affrontent depuis toujours et se sont affrontés encore plus depuis la chute de Saddam Hussein en 2003 qui a ravivé ce conflit entre sunnites et chiites. Les Chinois ont calmé le jeu en 2023 en réconciliant les Iraniens et les Saoudiens, donc l'Iran chiite, l'Arabie saoudite sunnite. Mais si vous voulez, aujourd'hui avec une sorte d'affaiblissement de l'Iran, puisque militairement ils sont affaiblis, économiquement ils sont affaiblis, l'islamisme sunnite risque de se raviver et de se concentrer non plus sur les chiites, mais sur des autres communautés, en premier lieu sur le terrain les chrétiens et les juifs, et puis rapidement sur l'Europe. Donc tous ces groupes wahhabites, salafistes, takfiristes, frères musulmans et autres, vont vouloir s'orienter vers cela, avec l'argent des pétromonarchies arabes du Golfe, avec le soutien d'une Turquie qui est une république islamique de fait, avec le soutien d'une Syrie qui est également une république islamique de fait, et d'un Pakistan qui est officiellement, son nom c'est République islamique du Pakistan, et qui dispose de 100 à 200 ogives nucléaires. Je reste sur l'Iran parce qu'il y a quelque chose qui est très important dans ce livre, vous l'écrivez, et c'est effectivement quelque chose qu'on entend, c'est que vous écrivez, le régime des mollahs n'est donc pas mort avec Khamenei, il a simplement changé de tête et le nouveau guide suprême semble encore moins disposé au compromis que son prédécesseur. Et c'est ça finalement qui est complètement fou dans cette guerre, c'est que le régime est toujours en place, mais finalement, ceux qui ont remplacé, on a simplement changé les têtes, mais on se retrouve avec de nouveaux dirigeants qui en réalité pourrait très probablement être beaucoup plus intransigeant encore que Khamenei. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Ali Khamenei était âgé, était malade, etc. Tandis que Mojtaba, son fils, est allié aux gardiens de la Révolution depuis longtemps. Il a des sociétés communes, des sociétés offshore. Il trafique avec eux depuis très longtemps. Et chez les gardiens de la Révolution, en réalité, on a ramené les anciens. C'est pas qu'on a changé ceux qui ont été tués par des nouveaux. On les a changés par des anciens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le vrai décideur en Iran, c'est Mohsen Rezaei, qui est le conseiller militaire du guide Mojtaba, et qui a été 16 ans à la tête des gardiens de la Révolution. C'est lui le grand chef et qui est conseiller militaire du guide. À ses côtés, il y a Mohammad Ali Jafari, qui est l'auteur de cette défense mosaïque qui a permis à l'Iran de résister, et qui, lui, était 12 ans à la tête des gardiens de la Révolution. Et quand Larijani a été tué, ils ont mis, eux, en place
un monsieur qui s'appelle Zolkader, qui est le beau-frère de Jafari et l'ancien numéro 2 de Rezaé. Et enfin, comme nouveau chef des gardiens de la Révolution, c'est un homme qui s'appelle Vaïdi, qui était le premier chef de la force Al-Quds, donc la force qui est des gardiens de la Révolution qui intervient sur les théâtres étrangers comme le Liban, l'Irak, etc. Et qui avait été nommé à la tête de la force Al-Quds à l'époque par Rezaé. Donc en fait, Rezaé est en train de tout remettre en place, tous ses amis, et lui c'était quand même le chef des opérations militaires durant la guerre Iran-Irak. Donc c'est pas un nouveau, c'est un ancien. Et le problème, c'est que les Américains, les Israéliens s'appuyaient sur un organigramme dans lequel il n'apparaissait pas. Et moi, déjà, dès que j'ai été médiatisé, dès juin dernier, j'ai commencé à dire, mais les vrais chefs, c'est Rezaé et Jafari, vous le verrez. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ouais. Et ça pose un certain nombre de questions sur, évidemment, la suite pour l'ensemble des pays de la région. Vous êtes originaire du Liban, vous avez de la famille là-bas. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que ça peut... quel peut être l'avenir justement pour ce type de pays? Est-ce qu'on peut véritablement croire aujourd'hui à une désescalade entre l'Iran et Israël qui puisse vraiment toucher les autres pays? Ça va être compliqué parce que Israël ne peut pas permettre qu'il y ait une organisation au Liban qui la menace, et avec ces nouveaux drones que le Hezbollah a montrés ces dernières semaines, il menace directement la population nord-israélienne. Donc Israël souhaite à un moment donné en découdre avec le Hezbollah. Ce qu'on sait des renseignements de l'armée libanaise, c'est que pour la première fois depuis 1982, la majorité des combattants du Hezbollah ne sont plus libanais. Ils sont essentiellement iraniens, irakiens et afghans. Et ça change quand même une certaine donne, parce qu'on n'est plus dans une organisation libanaise relevant du commandement de l'Iran, on est dans une légion étrangère relevant de l'Iran. Donc on parle d'occupation aujourd'hui du Liban par les Iraniens, en réalité. Et Donald Trump nous propose désormais, vous avez vu il y a 2 jours, que peut-être Joulani rentre au Liban, donc le président autoproclamé de la Syrie. Donc il voudrait remplacer une occupation chiite iranienne par une occupation sunnite syrienne. Parce que justement, l'erreur, et vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, ce serait de se focaliser sur la menace iranienne, parce qu'aujourd'hui, nous avons la Syrie, nous avons la Turquie, peut-être même dans une moindre mesure la Chine ou encore la Russie. Comment justement aujourd'hui, quand on est par exemple le Liban, comment est-ce qu'on peut appréhender tout cela? Bon, le Liban, le pauvre, il n'a pas les moyens de faire face tout seul à tout cela. Pour le Liban, la seule solution, c'est vraiment qu'on réarme son armée pour qu'elle puisse elle-même, si vous voulez, couvrir tout le territoire libanais, assurer la souveraineté et le monopole des armes toute seule. Ça, c'est pour le Liban. Mais pour la France et pour l'Europe et l'Occident en général, il est important de comprendre quelle est la menace, parce qu'aujourd'hui, si on réfléchit, l'essentiel de notre immigration musulmane en France et en Europe est sunnite. La plupart des attentats qui ont eu lieu en France, même s'il y en a eu commis par les chiites, ça a été commis essentiellement par les sunnites. Ceux qui sont le plus nombreux dans le monde chez les musulmans, c'est à 85% des sunnites. Oui. Donc on ne peut pas dire que la menace chiite, c'est celle qui est la plus grave, et qu'une fois que la menace chiite disparaît, alors tout est réglé, on est au paradis. Bien au contraire, cette menace sunnite se libère et peut s'orienter contre nous. Et vous posez cette question, la vraie question n'est pas de savoir quand la guerre sera-t-elle gagnée, mais c'est de savoir, sommes-nous prêts à un combat de long terme qui soit lucide, patient, déterminé contre une idéologie qui, en réalité, nous a déclaré la guerre depuis des décennies. Et est-ce que, finalement, là, vous posez cette question, est-ce que poser la question, c'est pas déjà y répondre quelque part? Bien sûr, moi j'ai même cité un verset du Coran qui, à mon sens, est le plus grave pour l'ensemble de la population française. C'est c'est la sourate 9, verset 29, qui dit que il faut combattre donc les gens du livre, chrétiens et juifs, jusqu'à les soumettre au paiement de la jizya, donc l'amende pour rester juif et chrétien, dans l'humiliation. Et donc, quand vous avez des imams en France qui récitent le Coran une fois par mois, ça veut dire qu'ils répètent ce serment une fois par mois. Imaginez ce qu'ils peuvent engendrer auprès de leurs ouailles contre le peuple français autochtone. Finalement, l'erreur, c'est ce que nous évoquions tout à l'heure, c'est ce déni, nous en parlions tout à l'heure en début d'émission avec Guillaume Roquette, ce déni de la guerre, ce refus finalement de voir la réalité en face. C'est ça aujourd'hui le danger qui nous guette selon vous? Oui, parce qu'en fait en France et en Europe, on a un peu l'impression que la guerre est derrière nous. La guerre s'est arrêtée au moment à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, ou alors à la rigueur avec la chute de l'Empire soviétique en 1990, ou avec les quelques histoires graves bien sûr en ex-Yougoslavie. Mais en réalité, la guerre ne s'est jamais arrêtée. Elle s'est poursuivie ailleurs, et aujourd'hui elle peut revenir sur le sol européen, non pas seulement avec l'Ukraine, mais aussi en raison de cette volonté de conquête qu'ont les islamistes. Merci Michel Fayad, merci beaucoup d'avoir été avec nous après la guerre. La menace
à nos portes, livre à lire pour se projeter dans le monde de demain, avec cette certitude, la vôtre, qui est, il faut bien le dire, pas particulièrement réjouissante, cette guerre, et qui donc ne sera pas la dernière, mais c'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui à vous donner tort, sur ce diagnostic. Merci en tous les cas d'avoir été avec nous, merci à vous de nous avoir suivis. Point de vue revient bien sûr demain midi, vous retrouvez Vincent Roux à la présentation. Excellent après-midi sur le Figaro TV.